Bon matin tout le monde. Je suis Amélie Cordeau, administratrice à OCA de Rideau, et j'ai le plaisir de vous présenter ce matin l'atelier analyse de données, comment se préparer. Donc, c'est un atelier sur la culture des données qui s'inscrit dans un processus d'intelligence d'affaires. Donc, pour en parler, nous avons demandé à Steve Lévesque, président et fondateur de la firme Unicause, qui œuvre dans le monde de la philanthropie depuis plus de 20 ans. Bonne conférence. Bon matin à vous tous. J'espère que vous avez eu un bon avant-midi à vos conférences de ce matin. Donc, mon plus grand défi ce matin est de vous intéresser jusqu'à l'heure du dîner, là, parce qu'à partir de moins quart, les ventes vont commencer à bouger un petit peu. Après ça, c'est de pouvoir vous parler de la donnée dans une façon très simple et vous allez voir, analyse de données, comment se préparer, conférence très simple, une demande. C'est une commande qui m'a été faite par des gens de l'équipe du Forum Rideau. Un des éléments, c'est que nous, j'ai eu le privilège d'accompagner l'année passée toute la belle équipe, dont il y a quelques personnes ici, du réseau Objectif Scène. Fait qu'on a procédé à vraiment l'analyse complète. Le but ultime, c'est de faire un portrait des consommateurs des arts de la scène au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ce matin, on ne vous présentera pas ces chiffres-là. On a fait des présentations en septembre. Au Québec numérique 02, en octobre, on a fait des présentations. L'objectif ultime, ce qui était demandé par les gens de Rideau, c'était de dire c'était quoi les étapes de préparation, c'est quoi les bons et les mauvais coups qu'on a pu faire en cours de route qui vont vous permettre après ça de dire de quelle façon on peut se préparer ou mieux se préparer pour la donnée. Mon plus grand défi, si vous avez des questions, on va essayer de se garder une période vers la fin. Ça fait que mon plus grand défi, c'est de ne pas trop parler au début pour être capable de rentrer à l'intérieur de notre plage horaire. Une des choses que vous avez remarquées au fil du temps, personne ne saurait parler sérieusement de l'état de la société et discuter politique sans se référer aux informations quantitatives. Maintenant, c'est impossible. Au commencement était le verbe, et il me semble à la fin que tout devient nombre. Olivier Rey, c'est un excellent livre, Quand le monde s'est fait nombre. C'est quelque chose que vous voulez en termes de lecture, ça peut être quelque chose de très agréable. Et la conférence, c'est pas pire, il n'y a pas une montre qui a des petits cahiers de notes. Elle va être disponible, vous allez pouvoir avoir toutes les informations de ce côté-là. On va vous permettre. Quand on se retrouve avec des gens, je n'ai pas la chance de savoir tous qui vous êtes, mais ça va vous permettre d'au moins savoir qui suis-je. Et tant qu'à parler de données, on va vous le faire en données. Qui suis-je? Steve en données, c'est un journaliste défroqué après 4 ans. Donc, je ne suis pas issu des chiffres, je suis plutôt issu de la curiosité. Donc, c'est un des éléments que je pense qui m'apporte le plus au cours des années. 24 ans en campagne de financement, travaillé avec plusieurs organismes québécois. Unicause a été fondée au départ pour faire de la sollicitation, travailler avec les différentes organisations. Ce qui nous a emmené en culture, il y a environ 5 ou 6 ans, c'est beaucoup plus tout ce qui est les processus de diversification des revenus. Travailler avec vous autres pour les différentes campagnes de financement et aussi pour les notions des analyses de base de données. Président de Unicause depuis plus de 10 ans, 8 ans en stratégie de la donnée. Donc, on a créé un programme qui s'appelle Unidata à l'intérieur de notre organisation. Marié depuis 18 ans, père de 4 enfants, et mon âge est toujours jeune de cœur. Mais je ne serai encore pas pire à cet âge-là pour pouvoir le dire. On est correct. Et surtout, un très, très grand passionné de données. Parce que je vous parlais tantôt de la curiosité, c'est un élément essentiel par rapport à la donnée. Mais pourquoi je suis passionné de données? Parce que les données sont partout. Puis ils dictent une très grande partie de nos vies. Que ce soit des sondages, de la météo, les états financiers, des rapports de performance, des algorithmes de fréquentation ou d'achat, vous avez tous votre téléphone avec vous qui est rempli de données. On a à l'intérieur de l'ordinateur, vous allez dans l'auto, au GPS, vous avez toutes les données qui vous disent de l'information, les pneus sont pas assez gonflés, trop gonflés. Les données sont partout. D'un côté, on peut se battre contre, de l'autre côté, on peut juste s'arranger pour pouvoir travailler avec vous autres. Parce qu'un des éléments que je vous disais tantôt, l'objectif de la conférence n'est pas d'être théorique. Le fait, c'est beaucoup plus de vous aider dans votre réflexion autour de la donnée, puis vous donner des petits conseils par rapport à ça. Un des éléments, puis étant journaliste de départ, qui m'impressionne toujours, c'est les fameux sondages. Sondages politiques, sondages de vie. Tous les magazines, les sondages, les journaux, on ne parle que de données et d'informations, et ça va dicter l'ensemble de nos vies. Mais dicter l'ensemble de nos vies, si à un moment donné, j'arrive dans un sondage, puis je ne parle pas de celui-là, celui-là, on va revenir après, j'arrive dans un sondage, puis le Parti libéral est en avance à 32 %. On a l'autre après ça, le Parti conservateur, 31 %. Et une des choses, c'est drôle, on va titrer les journaux, on fait les tendances, on va monter, ça descend. Mais quand on se retrouve dans un sondage où on a une marge d'erreur de 4 % 19 fois sur 20,
Ça voudrait dire que normalement, la une pourrait être à l'inverse. Dans certains cas, ça ne veut absolument rien dire. On donne un élément à une donnée qui ne même pas. Ça veut dire que la donnée ne l'a pas demandé, c'est les individus qui en ont besoin pour se fournir du matériel. Quand on parle d'un sondage comme celui-là, une des choses que je trouvais le fun, c'est que les chiffres peuvent en dire ou se contredire. Parce qu'on donne des informations dans le sondage. Après ça, on arrive dans l'article. Alors, première des choses, le journaliste n'a même pas pris le bon chiffre pour le nombre de probabilistes. Fait qu'on regarde. Mais à la fin, on a un élément, on fait des concerts, on fait des variations, un beau gros article. Et ils sont 39 à répondre « je ne sais pas ». Il y a 20 ans, on avait le droit de ne pas savoir. Maintenant, ça n'existe plus. Si vous n'avez pas d'opinion, vous en avez une. On va automatiquement vous en donner une. Si je fais demain matin, je guide un pays en me disant, il y a 40 qui ne savent pas pour qui ils vont voter, mais on va les attribuer. On va prendre les 40 puis on va les mettre dans chacune des catégories en fonction de ceux qui ont répondu. C'est dans une dynamique comme celle-là, maintenant, la donnée se doit d'être obligatoire. Elle se doit d'être partout. Puis si on ne l'a pas, bon, on la fabrique. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je dis, on se retrouve dans une dynamique où on peut l'utiliser, mais très, très, très souvent dans vos rencontres, ou souvent c'est les rencontres de gestion, à un moment donné, où vous allez regarder les chiffres, taux de fréquentation, qu'est-ce qu'on a. On est au conseil d'administration ou en conseil de direction, on s'assoit avec un rapport état financier, on regarde les chiffres, c'est bon, c'est moins bon, telle chose. On discute d'un tableau, après ça on passe à d'autres choses, c'est fini. Prendre une décision sur un tableau, c'est très mauvais. Une donnée, demain matin, vous pourriez avoir un autre tableau qui serait le contraire ou qui va pouvoir confronter 2-3 éléments. C'est ce qu'on veut faire avec la donnée, c'est réfléchir de plus en plus à nos impacts. Et puis, une petite question pour mieux vous connaître, mais là, on ne fera pas le tour de piste, sinon, il va falloir que je commence par le tour des murs. C'est la partie intéressante. Qui a déjà fait une analyse de sa base de données à l'intérieur? Que ce soit maison ou avec quelqu'un, un conseiller extérieur. Juste enlever la main. Oh, là, c'est un petit groupe. J'espère que ceux du réseau Objectif 5, ils ont quand même tous levé la main. Là. Je vais au moins valider ça. C'est de voir. Un petit groupe, je pensais que ça allait être un petit peu plus que ça. C'est une des choses que je voulais voir, c'est, avez-vous une impression maintenant que vous savez vraiment qui sont vos spectateurs, qui sont vos clients? Non? Pas plus? OK. Bon, c'est quelque chose, je dirais, presque intéressant, mais on va savoir pourquoi c'est intéressant. À ce stade-là, on verrait que ça ne le soit pas. Quel est leur comportement face à votre offre d'achat ou d'achat de spectacle? Qu'est-ce que ça a changé dans vos façons de faire? Hier, je jasais un petit peu avec Manon Pilote de Ville d'Alma Spectacle, puis elle me disait que ce petit rapport-là qu'on a eu la chance de faire avec elle, bien, elle s'était sur le bord de son bureau, puis à tout bout de champ, elle me dit, il n'y a pas une semaine sans qu'elle regarde son portrait. Voir dans toutes ses décisions, ses orientations, puis à partir de ses chiffres réels. C'est quelque chose qu'on veut être capable de pouvoir avoir en termes d'information. Puis quand on regarde à un moment donné, la notion, je vais faire le tour parce que les questions vont sûrement m'être posées à chaque fois que je fais la présentation, la notion de consommateur. Il y a des gens qui me disent toujours après des conférences qu'ils n'aiment pas ça. Bien, il y en a d'autres par rapport à c'est un acheteur, c'est un spectateur, de quelle façon l'appeler. En même temps, un des éléments qu'on s'est rendu compte avec le portrait, c'est que vos acheteurs, ceux qui vont en ligne ou ceux qui vont à la billetterie, qui achètent le billet, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont assis dans la salle. Régulièrement, si je fais un achat puis je fais un cadeau, ou si je fais un achat puis c'est des membres de ma famille qui y vont, c'est pour ça qu'une des dynamiques, on ne voulait pas y aller sur le spectateur. Parce que celui qui fréquente n'est pas nécessairement l'acheteur. C'est des éléments qui sont hyper intéressants à pouvoir valider puisqu'on a pu se rendre compte dans le portrait. Si je vous donne certains traits du profil, on passera définitivement, c'est les seules choses que vous allez voir à partir du sondage, ou pas du sondage, mais la partie du sondage, mais du portrait des consommateurs qu'on a fait avec Objectif 5. C'est à peu près les seuls chiffres, parce que le but ultime, ce n'est pas de vous présenter l'entièreté de ces données-là. Mais si je vous dis, moi, le sexe, l'acheteur est une femme à 56,7 et un homme à 43,3 Le territoire, c'est juste quelques petites variables sur une vingtaine. 42,2 des acheteurs proviennent de la ville de Saguenay, 37,1 de l'extérieur de la région et 29,6 des MRC régionales sur le territoire. Le nombre, la présence à un spectacle se fait majoritairement par l'achat de 2 billets à 47,6 Le groupe 3 à 4 billets représente 26,6 Donc, la majorité des achats de billets se fait entre 2 et 4 billets. Puis je vous dirais que sur les différentes études qu'on voit à travers la province, ça ressemble pas mal à ça par rapport à ça.
à ces éléments-là. Fréquence, près de 60 des consommateurs ont acheté une seule fois sur une période de 3 ans. Une des choses qui était importante, on a validé sur une période de 3 ans. Et si je fais 2 achats sur une période de 3 ans, je suis rendu à 81 du groupe. Fait un des éléments, c'est des chiffres hyper intéressants, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous. Mais de votre côté, on fait quoi avec ces données au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ont fait une analyse au quotidiennement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Majoritairement, rien ou très, très peu de stratégie. On l'espère des tableaux de bord ou des informations qu'on peut valider après ça puis se confronter par rapport à nos chiffres. Mais en ce moment, au niveau stratégique, on fait très, très, très peu de choses. Puis même ceux qui se lancent en ce moment, une des choses qu'on a des discussions avec des gens, c'est « Ah, on va faire une belle analyse de base de données, c'est le fun, on va prendre tous nos chiffres, puis on va après ça valider, puis on va bâtir une stratégie. » Non, ce n'est pas là qu'on veut aller. On veut vraiment commencer à réfléchir avant. Parce que l'essentiel, c'est de prévoir ce qu'on veut faire avant même d'aller chercher les premières données. Un des éléments qui est intéressant, je ne sais pas si vous le faites avec votre téléphone ou vous le faites avec GPS ou avec Google Maps avant, mais quand vous allez à quelque part, qu'est-ce que vous faites? Mettons, j'ai plan sur mon téléphone, je sais que je veux m'en aller au Saguenay à partir d'ici. Qu'est-ce que je vais faire? Google Maps, mais je vais faire quoi dans Google Maps? L'adresse, donc la destination. C'est qu'on oublie la majorité du temps dans notre processus de données où je suis, d'où je pars et où je m'en vais. Qu'est-ce que je veux faire avec ces données-là? Je vous dirais que c'est l'erreur principale qu'on retrouve à l'intérieur des organisations. On oublie de déterminer la destination, ce qu'on veut faire avec. Des fois, on n'est pas sûr, mais puis, je vous dirais que quelqu'un d'autre pourrait être en train de... Il y a quelques philosophies qui sont différentes. Il y en a qui disent, on va faire des belles grosses analyses de données, puis après ça, on va vous dire où aller. Moi, à l'inverse, j'aime mieux vous dire où on veut aller, puis après ça, on va aller chercher les données qui sont les plus significatives, puis après ça, on va y aller. Puis on va regarder après ça en cours de route. Peut-être qu'on va bifurquer, peut-être qu'on va changer de chemin. Peut-être que le trajet que je vais avoir, on va m'offrir 3 chemins. Il y en a un parce qu'il y a du trafic, l'autre parce qu'il y a une raison, c'est la ligne la plus courte, l'autre c'est à cause du kilométrage, un c'est du temps, l'autre c'est du kilométrage. Il y a différentes raisons qui vont faire qu'on va choisir un des 3 chemins. Mais ça, c'est nous autres qui va le décider. Sauf que si on ne prend pas le temps de déterminer où on veut aller, ça c'est notre plus grande erreur, puis c'est ce qu'on voit en ce moment dans le marché par rapport aux différentes analyses. Ça a-tu du sens? Okay. La donnée remède aux obsessions du siècle. La donnée, ça nous offre des pistes, elle nous apprend, nous oriente, mais elle ne doit jamais nous contraindre à aller dans une direction. C'est ma philosophie, je vous la partage. Une donnée n'est rien si elle n'est pas mise en relation avec d'autres. On doit se l'approprier. Des données dans une base de données, si on ne les met pas ensemble, si on ne fait pas de lien entre eux autres, c'est absolument rien. On n'en trouvera pas de stratégie autour de ça. Si on n'est pas capable de les valider, puis c'est là tantôt qu'on va regarder par rapport à nos erreurs. Une des choses que je jasais tantôt avec, c'était Fred qui était du côté cours au niveau technique, on me parlait un peu de données, puis là Fred il me dit, tu sais Steve, je ne comprends pas tout ce que tu me dis au niveau de la donnée, mais ça a l'air intéressant. J'ai dit, Fred, moi quand tu regardes ta console, là, je ne comprends pas tout, mais ce qui sort de là, ça a l'air intéressant. Fait que c'est là la dynamique. Tu as une belle grosse console avec un paquet de boutons, puis tu ne sais pas sur lequel peser pour avoir le bon son, de quelle façon, mais c'est la même chose. Nous autres, quand on se retrouve avec un paquet de données ou d'informations, c'est la même chose, je dirais, en termes de lecture. Moi, si demain matin, vous me mettez des tableaux au complet là, avec plein de chiffres, plein de données, ça va être le paradis. Je vais avoir une stratégie qui s'en vient. Mais mettez-moi une feuille, une partition de musique, avec des notes, des blanches, des noires, il ne saura rien. Mais la personne qui est capable de la lire, qui a appris à la lire, qui a pris le temps d'apprendre à la lire, est capable d'en faire, dire, des concerts, de la musique ou une petite pièce familiale. Mais l'important dans tout le processus de la donnée, c'est d'apprendre, se conscientiser et être capable de pouvoir avancer en lien avec la donnée. Fait que ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, puis on va le voir qu'on peut avancer en groupe par rapport à ça. Marie-Pierre, je vais assez vite, là, je crois. Je sais, mais... Je brûle, parce que je voulais être sûr que les erreurs, les trucs à la fin, c'est ceux-là avec lesquels on passe le plus de temps. On veut se l'approprier par une culture de la donnée. C'est quelque chose qui a déjà entendu parler de cette notion-là, la culture de la donnée.
Encore un petit groupe. C'est bon. Un des défauts dans nos organisations, puis je vous dirais que c'est de même en financement, puis c'est de même quand je parle avec des ADN au niveau numérique, c'est-à-dire, OK, on va régler un problème au niveau du numérique, on va régler un problème au niveau de la donnée, on va engager quelqu'un qui va faire ça. Ou on va donner le mandat à une personne, puis elle va faire ça. Savez-vous qu'en engageant une personne qui va faire ça, on n'a rien réglé? Elle n'a pas tout. Puis je vous dirais qu'en financement, on le voit souvent. Tu as un organisme de 20 personnes, puis à un moment donné, ils disent on a de la misère avec notre financement, il faut être capable d'aller chercher. On va s'engager une personne qui va aller nous chercher de l'argent, puis elle va nous sauver. Ça ne marche pas. Si les autres ne peuvent pas travailler en collaboration, on a travaillé beaucoup trop longtemps en silo dans différentes organisations. L'important, c'est que la donnée appartienne à l'ensemble du groupe, à l'ensemble de l'organisation. C'est pour ça qu'on a la portion de la culture de la donnée. C'est une culture qui s'intègre, que la donnée devienne un élément stratégique à l'intérieur de l'organisation pour chacune des personnes de l'organisation. C'est sûr que le niveau n'est pas le même. Vous avez peut-être votre personne qui est engagée à la donnée, qui va travailler, que je dis 99 % de son temps sur la donnée. Mais du côté du DG, il va devoir en repasser peut-être 5-6 % de son temps. Puis du coup, les autres personnes du personnel vont aussi travailler en lien avec la donnée. C'est là qu'on va pouvoir voir. Qu'est-ce qu'une culture de la donnée? C'est lorsqu'on valorise la donnée pour prendre des décisions. Puis la donnée seule ne peut pas faire avancer une organisation. Qu'est-ce qui peut faire avancer la donnée dans une organisation? Stratégie? Non, non. L'interprétation? L'analyse? L'humain, c'est vous. C'est le seul élément. Vous êtes content, Bernard? Hein? Oui. Avec tes fichiers Excel ou tes feuilles à la main, Bernard, on travaille là-dessus. Mais tu n'es pas le seul. T'es pas le seul. Il y en a d'autres, Bernard, on est correct. L'humain demeure le principal facteur de succès d'une culture de la donnée. J'ai tantôt la destination, l'origine et la destination, c'est vous qui la contrôlez. C'est l'humain. Il est essentiel toutefois de prendre le temps de réfléchir à la stratégie avant de travailler sur les outils. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'il faut être capable de mettre en place. Mais vous êtes le maître de la donnée, ce n'est pas elle qui est là pour vous contrôler. Parce que c'est un outil. Quand je vois Mathieu, la billetterie est un outil pour bien servir l'être humain qui travaille. Mais quand c'est la bonne donnée qui se retrouve à l'intérieur, on est correct. Le but souhaité par objectif simple. Là, je vous parle d'un objectif, destination. Qu'est-ce qu'on voulait faire dans cette analyse-là? Un des portraits. La destination qu'on avait choisie au départ, c'était un travail qui se faisait sur 3 étapes. On avait mettre en place une stratégie de marketing relationnel au niveau régional. Fait que le but ultime, on savait qu'on allait procéder à cette analyse de base de données, mais qui était une des étapes qui nous emmènerait après ça ailleurs. Fait que cet élément-là nous permettait de savoir qu'est-ce qu'on voulait collecter comme données, qu'est-ce qu'on voulait aller chercher comme information pour nous emmener un peu plus loin. Les 5 éléments clés vers le marketing relationnel, ce qu'on avait déterminé ensemble avec Julie de la manière qu'on le travaillait, vers où on voulait aller, c'est uniquement récolter des informations sur les clients, construire une base de données utilisable, segmenter les données pour être pertinent, personnaliser vos interactions, puis automatiser votre marketing. Quand on a fait l'analyse, je dirais que les éléments qu'on regardait, c'est à peu près les 3 premières. Récolter des informations, ce qu'on a fait ensemble, construire la base de données utilisable, mais on a travaillé vraiment sur une notion d'une base de données externe qui était en lien avec chez nous, mais après ça, vous allez voir un peu dans les failles. Segmenter les données pour être pertinent. Vers où on veut aller, ça va être en fonction des segments qu'on va y mettre, mais même de votre côté, à l'intérieur des organisations, si je veux de plus en plus parler à ma clientèle, si je veux vous informer, je veux dire, il y a quelqu'un qui achète toujours des spectacles d'humour, mais est-ce qu'on est capable de savoir si l'humour, quelqu'un qui va voir de l'humour, est-ce qu'il pourrait aller vers d'autres types de spectacles? Ou ce qu'on essayait de voir à partir des données, de dire, quelqu'un qui a une fréquentation, le humour et orchestre symphonique, est-ce que ça arrive entre les deux? Ou c'est une forte ou une petite tendance? De quelle façon on peut influencer ce comportement-là ou lui donner de l'information, être en relation avec lui? Fait que c'est un des objectifs dans lesquels on voulait aller par rapport à la personnalisation de nos approches. Dans les choses qu'on voulait connaître, quand je vous disais les objectifs de départ, dresser le profil des consommateurs des arts de la scène sur le territoire, déterminer le lieu de résidence des utilisateurs, déterminer la fréquence des consommations, mesurer la fidélité à un lieu, mesurer l'intérêt des consommations à l'égard des disciplines, puis définir les modes de communication pour les informer. Ça, c'était le plan de match de départ. C'est avec ça qu'on voulait travailler. On s'est assis ensemble en groupe, on a dit à quoi ça va servir. C'est pour ça que la notion de la base de données, on s'est dit,
Ah, OK. Bien, dans ce qu'on va trouver, c'est qu'on va prendre l'ensemble des partenaires d'Objectif 5. On va aller chercher les données de chacun. On fait le nettoyage. On va essayer de mettre les informations ensemble, puis on va être capable de déterminer des profils. Être capable de déterminer après ça des tendances vers quoi on va aller. Je dirais qu'on avait des objectifs qui étaient assez grands. Et ce n'est pas à partir de la banque de données qu'on est capable d'aller jusque-là. Il a fallu faire un autre petit sondage après ça, téléphonique, pour être capable d'aller rechercher certaines infos qu'on n'avait pas, qu'on ne pouvait pas trouver à l'intérieur de la banque de données. Ça, c'est un élément qui est intéressant qu'on va pouvoir regarder. Mais un des éléments qu'on a essayé de faire, parce que, vous allez voir, la notion de mutualiser ou mettre toutes les informations ensemble, ce n'est pas toutes les mêmes infos qui se retrouvent là, ce n'est pas tous le même profil. Puis un des défauts qu'il faut essayer de trouver, c'est de dire, si demain matin, moi, comme exemple, je suis un consommateur de spectacles, j'habite à Chicoutimi, c'est ville de Saguenay, arrondissement Chicoutimi, mais je vais voir les spectacles de la rubrique. Je vais voir les spectacles au cours des cours, je vais voir des spectacles à Ville d'Alma Spectacle, puis je vais voir des spectacles à Diffusion Saguenay. Des profils de ceux qui se promènent, qui font de l'interrégional, qui se promènent dans différentes salles, est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce que j'en ai? Est-ce que je suis capable de les répertorier? Une fois que je prends l'ensemble des bases de données, puis je les mets ensemble, j'étais présent dans deux des bases de données, pas dans les deux autres. Pourquoi? Bien, tantôt, une petite piste de nos erreurs va nous permettre de nous donner un petit peu une idée de ce côté-là. Quand j'ai eu le mandat de faire cette petite conférence-là, on voulait avoir quelques étapes. Là, je vous ai parlé des étapes qu'on a prises, nous autres, pour le plan de match, mais le trajet pour une culture de la donnée, les éléments qui sont intéressants. Ce n'est pas très complexe, puis je vous dirais que ce n'est pas très scientifique, cet élément-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié à peu près une vingtaine de personnes qui ont fait des conférences ou qui font des articles sur la culture de la donnée, puis essayer de regarder c'est quoi les grandes lignes, les grandes informations. Mais le but ultime, c'est de rester simple. Vous en avez qui ont 20 étapes, puis il y en a d'autres qui en ont 4, 5. Une des choses qu'on veut regarder. Pour vous autres, dans votre processus de réflexion, d'accompagnement par rapport à la donnée, parce que la donnée est un incontournable dans lequel vous devez aller, mais à quelle vitesse puis de quelle façon, ça va être à vous autres de pouvoir le positionner. Mais c'est essentiel de pouvoir de plus en plus mesurer vos données, avoir vos informations, et clarifier les objectifs et les rôles de chacun. Dans l'organisation, ce que je disais tantôt, on n'a plus cette option-là de travailler en silo, il faut que tout le monde travaille en équipe. Mais à l'intérieur de l'équipe, qui va jouer quel rôle pour pouvoir faire avancer la donnée? Ou si on donne le mandat à quelqu'un d'autre, qui va être le porteur du message, qui va travailler en collaboration? Mais après ça, de quelle façon on va pouvoir ramener nos infos à l'intérieur de l'organisation? Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Rendre la donnée accessible. On veut que cette donnée-là n'appartienne pas à une seule personne ou la responsable de la donnée avec le directeur général. Elle doit être disponible à l'ensemble des membres de l'équipe ou à l'ensemble des membres du conseil d'administration. C'est des données sur lesquelles on veut s'appuyer, on veut avancer. C'est des choses qui sont essentielles. Cette donnée-là, on veut la partager au maximum. Puis, un des commentaires que j'avais vu, je ne l'avais pas mis dans ceux-là, mais je le rentrerai dans cet élément-là. J'ai été à une conférence, puis c'était quelqu'un de SSQ, Assurance, qui disait « Ne jamais punir par la donnée ». Je trouvais ça cute. Ça veut dire quoi? Non, je ne sais pas. Ça veut dire que demain matin, je vous demande de l'organisation, hey, on travaille plus fort, on va ramasser des données, on va le faire. Mais dès que vous arrivez dans votre département et vous avez ramené un paquet d'informations, je prends le tableau et je dis oh, elle n'est pas forte, la performance. Hein? Je pense que plus quand tu arrives dans une dynamique comme celle-là, la première chose que la personne fait, c'est je vais prendre tes maudits chiffres, je vais pitcher ça, puis je vais recyclage, puis je n'y ressortirai plus. C'est pour ça que la donnée dans laquelle on la situe, où on est rendu, ou vers où on veut aller, c'est là le plus important. Mais ne jamais punir par la donnée, ça c'est un point essentiel. Mais je dirais que c'est pour les dirigeants, c'est à peu près le pire. C'est ça, la première chose qu'ils vont faire dès qu'ils voient un nouveau tableau, ils vont passer des commentaires, ils vont faire « Oh, ouais, c'est pas fort » ou « Tes ventes auraient pu être meilleures » ou telle chose. Mais le but ultime, c'est d'apprendre et d'avancer. Connaître les règles et normes autour de la donnée. Les règles d'éthique, les règles de fonctionnement, les politiques de confidentialité, c'est une faille importante. On le constate dans les différentes organisations. À jaser avec des membres de Rideau, à jaser avec les membres du réseau Objectif 5, on se rend compte que cette notion-là, la connaissance, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec nos données, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est quelque chose qui est essentiel de pouvoir connaître. Puis les règles éthiques, il y a des règles qui sont morales, éthiques, qui sont obligatoires, mais à l'intérieur d'une organisation, vous pouvez aussi décider de certaines règles. Vous n'allez pas aller jusqu'à tel ou tel point, vous n'allez pas décider d'utiliser les données pour telle raison ou telle autre. Parce qu'il y a des règles qui sont vraiment gouvernementales, il y en a d'autres qui ont vraiment tout un processus pour pouvoir suivre la donnée. Mais comme organisation, vous avez le droit de prendre certaines décisions. Mais aussi,
soyez pas trop timide non plus. Parce que des fois, les gens vont hésiter à utiliser certaines données et autres pour être capable de faire une approche personnalisée. C'est-à-dire, de connaître un moment donné le profil d'un individu pour sa consommation de spectacle, c'est pas quelque chose d'épouvantable. Puis d'avoir un portrait global sur un territoire, sur les types de consommateurs. Juste vous donner une idée, une des choses qu'on se rendait compte, c'est que, mettons, Ville Alma Spectacle ont un programme très, très fort en concerto. Les concertos. Ils ont développé toute la portion de musique plus classique. Mais chez Diffusion Saguenay, il y a certains spectacles, sauf qu'il y a quand même une organisation qui est l'Orchestre symphonique, qui est là aussi. Fait que là, tu te dis, en bout de ligne, on va dénombrer sur une population de 280 000 personnes un certain nombre de joueurs qui ont de l'intérêt pour la musique classique. Mais quand on parlait tantôt, puis c'était la conférence de Robert Lepage, qui disait qu'on avait tendance des fois à travailler en silo ou à se protéger des clientèles. À un moment donné, tout le monde protège la petite clientèle. Mais sur 280 000 personnes, il n'y en a pas tant que ça qui vont à des shows de musique classique. Est-ce que quand on fait des bons coups et autres sur ce territoire-là, qui se situe entre Alma et la baie, qui est à peu près une quarantaine de minutes de route, dire on ne pourrait pas collaborer et travailler un peu plus fort ensemble sur cette notion de musique classique? Ou, à un moment donné, des fois, c'est la musique émergente ou un autre type de musique dans laquelle on peut se développer. C'est pour ça que cette dynamique-là de partenariat sur certains types de clientèle, cette connaissance-là de la clientèle, c'est quelque chose qui est hyper important, qui est hyper stratégique pour ce qu'on peut faire par le futur. Est-ce que ça a du sens? Ou en même temps, c'est bien théorique, mais nous autres, on fait attention parce qu'on ne veut pas perdre notre clientèle. Ça fait aussi partie de la réalité, puis je dirais qu'on le voit dans toutes les organisations. Simplifier et réduire. Un point essentiel. Qui a déjà fait des travaux dans la maison chez eux? Et c'est quoi le plus grand danger dans les travaux? Les tanks à être. C'est la même affaire avec les veaux données. On regarde ça, on fait les tanks à être. Et là, on va faire une analyse de base de données, mais là, on ne le fera pas 2 fois, puis en plus, ça va coûter de l'argent, on va s'assurer de le faire tout de suite. Tant qu'à y être, on va aller mesurer ça. Tant qu'à y être, on va aller mesurer ça. Tant qu'à y être, je dirais que c'est là où, à un moment donné, on est rendu perdu, puis on s'en va dans toutes les directions. Les tant qu'à y être, là, quand vous allez commencer à travailler sur un programme d'analyse de données, pensez à vos rénovations. Les tant qu'à y être, c'est dangereux. Là, je sais, j'ai fait monter un 2e étage sur ma maison. On n'était pas dans le budget, pas en tout. Fait un des éléments, c'est simplifier et réduire. L'objectif ultime, c'est pour ça que je disais tantôt, la destination, c'est l'élément le plus important, c'est de savoir où on veut aller. Puis après ça, on va aller chercher les informations qu'on a besoin pour nous accompagner. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être hyper intéressantes dans vos données. Je dirais que dans plusieurs clientèles, ce qu'on essaie de savoir, des fois, c'est l'âge de la personne. Ça, je dirais, en philanthropie, on l'utilise beaucoup plus souvent. Du côté culturel, on va se garder une petite gêne par rapport à ça. Puis des fois, même dans le formulaire d'achat, on n'est pas rendu là. Mais pour juste donner une idée, une organisation qui me demande est-ce que ça vaut la peine d'avoir les âges à l'intérieur de la clientèle, quand on arrive en philanthropie, bien oui, ça vous permet de mieux vous positionner, ça permet d'avoir chercher des dons planifiés, ça permet d'avoir bâti ta stratégie en fonction de chacun des segments et chacun des âges. C'est quelque chose d'intéressant. Puis quand vous allez en publipostage ou en téléphonie ou même en envoi courriel, je dirais on a environ 20 à 25 des gens qui donnent cette information-là. Fait que c'est là où c'est intéressant. Puis ce qui est drôle, un peu dans le processus, c'est de dire, si demain matin, vous arrivez à demander l'année de naissance de quelqu'un, vous dites, ah non, on n'a pas le droit de me demander ça, ou c'est pas gentil, ou ah non, on ne peut pas faire ça. Je dirais, à l'inverse, ça dérange à peu près personne. Si je vous demande votre date de naissance, je viens de vous insulter. Fait que quelqu'un à qui tu demandes la date de naissance avec l'année, là, on rentre dans ta vie privée, c'est Big Brother, ça n'a pas de bon sens, ne faites pas ça. Mais quand vous demandez juste l'année de naissance, aucun problème, tout le monde répond. Fait que c'est des éléments qui sont, par rapport à quand je disais à un moment donné, on peut s'empêcher de faire certaines choses. Mais en même temps, il y a plusieurs organisations qui font ça, mais ça dépend de quelle façon il est géré dans la base de données. Parce qu'une des choses, c'est intéressant, parce que la braquette, tout le monde garde une petite gêne en disant, bon, on va y aller sur une braquette et autres. Mais si j'arrive dans une braquette de 41 à 50 ans, suis-je au début ou à la fin? Quand j'arrive chez 49, ça veut dire que dans 1 an, dans 1 an et demi, j'ai changé de braquette, mais dans le logiciel, je vais rester pour toujours à l'intérieur de cette braquette-là, à moins que tu fasses un refresh ou
C'est pour ça qu'après ça, ou après combien d'années on le fait. Ça fait que la braquette est intéressante, je dirais que c'est mieux que rien, mais elle cause un certain piège en cours de route. Fait qu'il faut la faire évoluer en cours de route à l'intérieur de la banque de données. Mais ça fait partie des subtilités des fois où on se dit « Hey, là, 20 ans, j'ai commencé mon programme, j'ai mis en place des braquettes, puis hop, tu fais comme, je dirais peut-être qu'à un moment donné, le tiers des gens n'ont même plus dans les bonnes braquettes, puis ne se retrouvent plus dans le positionnement. » Fait que c'est là qu'il faut faire attention un peu où on s'en va. Supporter la formation, c'est essentiel. Pour parler de la donnée, parler des stratégies autour, de la mise en place, marketing relationnel et autres, c'est le maximum de formation que vous pouvez aller chercher et l'ensemble de l'équipe. Pas toujours un seul individu à l'intérieur de l'organisation, ce que je disais tantôt. C'est quelque chose d'essentiel d'être capable de se former, d'en discuter, de pouvoir avancer comme organisation. Tester, apprendre et valoriser, c'est le principe ultime du marketing, puis c'est ce qu'on oublie ou ce qu'on a le moins le temps possible de faire dans la vie. Fait que tester. Essayez un petit bout. À un moment donné, on va faire un plan de match. On va regarder. Une grosse analyse de données, je ne peux pas me permettre ça, mais on peut-tu commencer par analyser certaines variables, certaines données ou certains plans de match qu'on pourrait mettre en place à partir des données qu'on a déjà? On se dit, moi, je n'ai pas l'ensemble des données, fait que je ne bougerai pas. Fait qu'on peut quand même bouger à partir de certaines informations qu'on a, puis déjà là, on va s'avancer un peu plus. Fait que ça donne 6 étapes intéressantes qu'on peut regarder pour le futur. La qualité, l'exactitude et l'exhaustivité des données constituent les principaux obstacles à l'utilisation plus étendue des métadonnées. Ça, c'est la formation des affaires dans laquelle on le citait. Je trouvais ça intéressant en ce moment parce que à l'intérieur des banques de données, puis c'est ça que vous allez voir, la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité des données, c'est vraiment le principal obstacle qu'on a à l'intérieur. Tantôt que je parlais avec des gens, j'ai plein de doublons à l'intérieur de ma banque quand je suis capable de rentrer à l'intérieur puis faire un certain nettoyage, mais je n'ai jamais le temps de faire le nettoyage complet. Fait que je me retrouve encore avec un paquet de doublons à pouvoir aller rechercher. Ça fait partie des freins, mais il y a certains champs qu'on oublie de pouvoir remplir. 5 erreurs à éviter pour la bonne gestion. Puis les erreurs, je dirais qu'on les a tous vues à l'intérieur de l'analyse qu'on a faite avec le portrait, quand on est venu pour ramasser l'entièreté des informations ensemble. Première erreur, ne pas avoir de connaissances ou d'intérêt pour vos données. Je dirais, c'est une belle intention, moralement, on sait qu'on s'en va vers là, un peu comme le numérique. Ça va venir, mais je n'ai pas le temps à l'intérieur de mes activités. Oui, on sait qu'on va y aller, on va y aller. Mais en même temps, actuellement, on n'a pas le temps ou on ne s'en soucie pas trop par rapport à ça. Fait que je peux vous dire que le reflet de votre base de données est exactement le reflet de ce que vous y mettez à l'intérieur ou de la façon que vous l'appliquez. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de votre base de données? Est-ce qu'on en a une idée? Oui, non, oui, un petit peu. Oui. À qui appartiennent réellement ces données? Si je pose la question, vos données à vous, est-ce qu'elles vous appartiennent à vous ou à votre fournisseur? À vous? Oh. Aux deux? Aux consommateurs? C'est pour ça qu'un des éléments, je dirais, qui est arrivé, quand on a commencé le processus pour aller chercher les données, mutualiser les données, on dit, OK, on va prendre les organisations, on va faire signer des ententes, on va voir. Tu parles avec une couple de diffuseurs et l'autre dit, appelle Tuxedo ou appelle un autre. C'est-à-dire, va valider avec eux autres, là, c'est eux autres qui gèrent les données. OK, mais c'est pas pour vous autres. Puis là, tu appelles le fournisseur qui dit, ben non, les données, c'est à eux autres. Fait que c'est à eux autres, la politique de confidentialité à signer. Parce que pour nous autres, pour pouvoir travailler avec vos données, j'ai l'obligation de signer une politique de confidentialité. Ça veut dire que je garantis que je vais prendre les informations, je vais les emmener à un endroit sécuritaire, je vais les traiter de façon sécuritaire et je vais les détruire après les avoir utilisées. C'est des choses qu'on fait pour nous autres pour avoir rapport à l'analyse de données. Mais juste pour faire les droits, juste pour vous donner une idée, dans le temps, on avait prévu, pour aller chercher ces informations-là, d'avoir passé à peu près 1 mois. On dit 1 mois, on va communiquer avec tout le monde, on va récupérer les informations. Ça a pris 3 mois et demi. Juste pour pouvoir s'entendre, pour savoir qui était. Oups, c'est le diffuseur. Oups, la billetterie, de quelle façon on va pouvoir sortir les données. Fait que ça, c'est un processus qui est essentiel. Je voudrais tantôt connaître un peu la mécanique, mais au moins de savoir c'est quoi l'entente que vous avez signée avec vos réseaux de billetterie. Parce qu'il y a dans certains milieux où la donnée appartient même pas aux individus. Je vais vous donner une idée. Il y a des organisations, nous autres, régulièrement, ils vont profiter à des courses et autres. Tu utilises un logiciel qui va lier la course RBC pour le cancer du sein. Maintenant, c'est la Société canadienne du cancer, mais la course RBC,
il ramasse, je ne sais pas moi, peut-être 500 000 $, mais toutes les données appartiennent au fournisseur. C'est-à-dire qu'en bout de ligne, l'organisation reçoit l'argent, mais n'a aucun nom, aucune information qui est là. Fait que c'est clair en partant parce que le contrat est là, puis c'est dans l'utilisation. Mais c'est pour ça que par rapport au type d'entente que vous avez avec vos fournisseurs habituellement, c'est important de savoir à qui appartient cette donnée-là, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Avez-vous une politique de confidentialité? Ce serait essentiel parce que demain matin, tout le personnel qui travaille à faire l'entrée de vos données, je veux dire, des fois, c'est à l'intérieur juste de l'organisation. C'est un formulaire qui est hyper simple, qui dit juste qu'à partir du moment où vous signez, vous entrez des données, vous avez accès à des données confidentielles, vous avez une petite politique de confidentialité. Qui est responsable de son nettoyage? La réponse, habituellement, est personne. Ou quelqu'un quand il a le temps. Fait que c'est à peu près cette dynamique-là de voir de quelle façon on peut le positionner. Mais c'est sûr et certain que ce qu'il y a à l'intérieur, si on veut en tirer des éléments positifs ou des informations, il faut être capable de pouvoir le voir. Puis tantôt, quand je parlais avec quelqu'un, me disait que des fois, tu trouves un dossier où il apparaît 8 fois, bien, c'est capable de le fusionner. Oh, mais ça veut dire que des fois, on a l'impression qu'on a un nombre de transactions ou un nombre de consommateurs vraiment élevé, mais la réalité est différente. Qui est responsable de son analyse, bien là, c'est sûr et certain qu'à ce bout-là, on en a moins. Plusieurs questions importantes qui restent très souvent sans réponse. Fait que ça, c'est un des éléments qu'il faut se poser. Ne pas avoir un processus clair d'entrée de vos données. Ça a l'air hyper simple, mais des fois, c'est en fonction de qui fait l'entrée de données, à la billetterie, ou des fois, il y en a qui ont des bénévoles, ou ça dépend de la taille de l'organisation. Mais les gens vont rentrer les données, mais pas toujours de la même façon. Le tri et le nettoyage des données, sans aucun doute, le plus grand défi que nous avons comme fournisseur externe quand vient le temps de faire les analyses. Les champs ne sont pas les mêmes. De nombreuses données sont omises dans des champs importants, d'autres sont collectées avec des nombreuses erreurs ou fautes de frappe. Juste pour vous donner une idée, de façon systématique, les monsieur, madame ou des adresses ou les numéros de téléphone et autres ne sont pas saisis de façon formelle dans chacune des bases de données. Fait que tu te retrouves avec 8-9 fournisseurs qui te ramènent des banques de données. Tu dis, on va être capable de faire une stratégie extraordinaire, on va aller chercher, je vous disais tantôt, les critères. Oups, si tu arrives à un moment donné, tu ne sais pas si c'est un monsieur ou madame. Dans notre groupe, tu ne sais pas si on se retrouve avec les adresses ou on n'a pas le code postal. Fait qu'on n'est pas capable de déterminer d'où ils viennent. Fait qu'il y a beaucoup d'analyses ou d'éléments qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire à cause qu'on n'avait pas ces champs-là. Puis si demain matin, tu vas analyser chez 9 groupes, puis il y en a 4 qui manquent certaines variables, il n'y a aucune chance que tu puisses avoir une version qui tient la route par rapport à ça. Fait que déjà, en partant de déterminer les champs ou les champs importants à pouvoir rentrer, je sais que dans le quotidien, des fois, il y a des réalités différentes. Il y en a qui ont des points de vente à l'extérieur. Il y a d'autres fois, on a une soirée de lancement. Quand il arrive une soirée de lancement, oups, on vend plein de billets, fait qu'on va arriver dans le logiciel, on va rentrer l'information pour la vente, mais on ne va pas aller sur le consommateur. Fait que ça, c'est des choses dans lesquelles on a besoin de travailler tranquillement pour pouvoir remettre en place, pour être capable de s'assurer d'avoir la majorité des informations de ce côté-là. Fait que ça, des champs. Juste vous donner une idée, on a fait une première version, on a déposé le rapport en septembre, mais on avait fait un petit point, il y avait comme une activité organisée. Comment ça s'appelait, Julie? L'activité en mai? Oui, rendez-vous régional des Arts-de-la-Seine. Fait qu'on dit, on va en profiter pour faire un petit positionnement de où on est rendu dans l'analyse, donner une idée. Oups, maintenant, on regarde, tantôt, je vous parlais, c'était une majorité de femmes qui achètent les spectacles. Sauf que dans le premier élément initial, on avait 70% des achats de billets étaient faits par des hommes. Là, c'est quand au début, on regarde les chiffres, on se fait comme, bon, mon Dieu, ça a un impact, c'est contre tout fondement de ce qu'on pensait au départ. Tu pars avec une analyse, une hypothèse de départ, puis tu te dis, ouf, non, ça n'a aucun rapport. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que chez un des fournisseurs, ils me disent, nous, les monsieur, madame, on ne remplit pas ça. Sauf qu'ils n'ont pas pensé que le logiciel, lui, les mettait. Fait que si tu skippais, c'était monsieur. Fait que la majorité de leur banque de données est constituée de monsieur Jacinthe Bélanger, de monsieur Mireille Poirier. Fait que c'est une des dynamiques, demain matin, si c'est dans la banque de données, puis tu ne communiques pas avec ces gens-là, c'est pas si dérangeant. Mais à partir du moment où tu commences à faire ta stratégie de marketing relationnel, je dirais, on a tout qu'un ménage à faire dans cette banque de données-là. C'est pour ça que, quand je vous disais, on commence à analyser un élément, parce que ça fait comme on se fie sur que la donnée qu'on a entre les mains est la bonne. Mais non. C'est pour ça que quand on arrive avec certaines organisations, on dit on ne l'utilise pas, ce champ-là. Mais s'il se met par défaut,
ça a un impact. Ou des fois, ce n'est qu'une seule personne qui va faire l'entrée de données, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a plus qu'un nettoyage de doublons à faire, il y a un grand nettoyage à faire à l'intérieur de la banque de données avant de pouvoir l'utiliser. Puis là, quand on parle de l'entièreté, on parlait à peu près 150 000 données. Fait que là, tu dis, si tu te retrouves avec un 25 corrompu sur des messieurs, ça a un impact important. Fait que ça, c'est des éléments à un moment donné qu'on a pu remarquer qui sont essentiels à regarder. Ne pas uniformiser vos champs et vos procédures d'entrée de données. C'est à peu près la même dynamique, mais c'est encore plus simple. Ce n'est même pas les grands champs, c'est à l'intérieur, comment on écrit une adresse, comment on écrit un nom. Des fois, vous allez avoir ça va un scroll, ça va rouler, vous êtes capable d'écrire le nom directement. Mais on est capable de voir, en considérant que plusieurs données stratégiques sont absentes dans plusieurs de vos bases de données, les prénoms, les noms, adresses, numéros de téléphone et ou courriel, les primordiales pour chaque diffuseur et pour vos réseaux, établir quels seraient vos champs obligatoires pour le futur. Si on veut utiliser la donnée de plus en plus, les champs de base seraient essentiels à aller chercher, mais même quand on les a, comment on les écrit? Juste pour vous donner une petite idée, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il me semble qu'on... Hein? J'avais en tête 56, mais en tout cas, ça vous donne une idée? Jonquière. Jonquière. Quand je demande aux gens combien de fois, sur combien de formats on a pu écrire Jonquière, tout le monde pense 5, 6 façons. Non, c'était, bon, je ne me souviens plus, mais c'est entre 56 et 70 fois. Jonquière. Fait que imaginez quand vous avez une municipalité qui s'appelle Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Chance qu'il n'y a pas trop de monde qui habite là, comme ça diminue le nombre d'erreurs. Mais ça, c'est une notion dans laquelle les gens ne pensent pas. Fait que quand on commence à analyser les banques de données, puis on essaie de faire matcher des individus, puis être capable de les considérer, puis de voir qui sont-ils comme consommateurs, la façon dans laquelle on rentre nos données a un impact hyper important. Fait que ça, c'est quelque chose dans lequel il faut vraiment faire attention. Puis les erreurs, comme je vous disais, c'est hyper simple ce matin. Il n'y a rien de compliqué dans cette conférence-là. Le but ultime, c'est de dire, si on veut y aller, il y a juste des petites choses à mettre en place. Juste s'assurer que nos données sont écrites de la bonne façon, les champs sont remplis. Juste commençons par ça. Puis après ça, on pourra avancer un petit peu plus par rapport au type d'analyse qu'on veut faire. Oui, OK, merci. On est correct. Ne pas avoir mis en place l'uniformisation de vos catégories de spectacles au niveau régional et provincial, ça, on le voit. Après avoir consulté différentes bases de données, études et documents provinciaux, nous avons pu constater qu'il n'y a pas de constante dans la catégorisation des spectacles des arts de la scène. On sait que vers la fin, Rideau avait une proposition avec différents groupes. Si on veut, comme organisation, Rideau, ou qu'on veut comme groupe de diffuseurs, de plus en plus être capable d'analyser nos données, que l'Observatoire a des critères, que Rideau en a d'autres, que la SOCAN en a d'autres, différentes organisations, tout le monde a des critères différents. Ça ne tient pas la route si on veut mesurer certaines choses. Fait que la catégorisation de vos spectacles, c'est quelque chose d'important, mais au moins, si vous faites de la mutualisation de vos données au niveau régional, il faut au moins s'assurer qu'au niveau régional, tout le monde a les mêmes critères à l'intérieur des bases de données. Puis en ce moment, ce n'est pas ça. Je veux dire, sur l'ensemble des données qu'on est allé chercher, chacun avait, je dirais, majoritairement en fonction de la billetterie de laquelle ils travaillaient, mais après ça, quel type de catégorisation de données ils vont chercher. Fait que ça, c'est un élément qui est hyper important au niveau provincial, mais au moins le commencer au niveau régional, de quelle façon vous pouvez catégoriser vos spectacles. Parce que qu'est-ce qui est inclus dans variété, qu'est-ce qui est inclus dans musique, de quelle façon vous le positionnez. Fait que ça aide beaucoup après ça, on va définir la stratégie, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Ne pas avoir de structure de mutualisation des données au niveau régional. Au-delà de l'analyse des données sur le consommateur des arts de la scène, il serait intéressant pour chacun des réseaux, comme objectif simple, de mettre en place une procédure de récolte des données par spectacle ou par type de représentation de façon systématique. On n'est même pas dans les données et autres, mais sur les types de spectacles, les organisations et autres, ça prenait, juste pour les informations de base de fréquentation, d'achat de billets, ça prend souvent un an et demi avant d'obtenir ces informations-là, pour un réseau d'être capable de mettre ensemble des infos. Avant de penser à mutualiser l'ensemble de nos données puis être capable d'aller plus loin, il y a certaines données qui sont essentielles à vos activités au niveau régional. Il faut juste s'assurer de quelle façon vous pouvez aller vous concerter et les mettre ensemble le plus rapidement possible. Puis si on est capable de les avoir en temps réel ou au bout de 3-4 mois, c'est l'élément le plus important, d'être capable de pouvoir les valider puis que vos chiffres soutiennent la route par rapport à ça. Parce que plusieurs diffuseurs vont avoir leurs propres données, mais est-ce qu'on est capable, de façon sur un territoire, si on veut prendre des décisions, puis on veut de plus en plus travailler en association, c'est là qu'on a besoin d'avoir des bons chiffres aux bons endroits.
Ça vous donne une petite idée. Fait que la connaissance, c'est la clé du succès. Fait une bonne connaissance de la clientèle, de leur provenance et de leur motivation à voir vos spectacles ou visiter vos salles devient essentielle pour appuyer vos stratégies de développement public dans l'avenir. C'est des choses dans lesquelles on veut absolument. Si on veut être capable de développer nos publics, si on veut être capable d'avancer, à parler à nos clientèles, être capable de bâtir nos stratégies de marketing relationnel, c'est une des prochaines étapes. Mais à ce stade-ci, il faut commencer à travailler avec nos données, mais avant même de travailler avec nos données, il faut juste s'assurer que la bonne donnée soit au bon endroit, écrite de la bonne façon. C'est aussi simple que ça par rapport à ce qu'on va y faire. Mais après ça, les options de ce qu'on peut faire avec ces données-là sont extraordinaires. Parce que quand on regarde par rapport à l'automatisation, puis vous l'avez tous, là, à aller voir un spectacle, à recevoir après ça le courriel, est-ce que vous avez aimé le spectacle, youpi, après ça, on va vous proposer d'autres types de spectacles. C'est des choses, puis là, vous êtes tous des utilisateurs, qui vont utiliser Spotify ou Apple TV ou d'autres choses, qui, à un moment donné, les algorithmes sont tellement, je dirais, extraordinaires ou précis dans certaines approches, on n'a pas besoin d'aller là. Mais juste de pouvoir avoir une conversation avec un client, être capable de lui parler, parce que même pour des milieux régionaux, puis ça dépend de différentes organisations, mais je veux dire, si vous avez un territoire, plus le territoire est fermé, plus on a besoin d'avoir la conversation de façon la plus précise possible. Parce que ce n'est pas l'ensemble des individus qui ont envie d'aller voir les spectacles, c'est des petits groupes. Puis après ça, des petits groupes qui ont certains types de spécialisation, mais on veut après ça être capable de dire, oh, bien, tel type de personne, on pourrait peut-être l'amener dans un autre type de show, ou juste répéter ce que je disais tantôt, si on détermine qu'il y a 80 sur le territoire de Saint-Lac-Saint-Jean des gens qui ont assisté ils ont acheté 2 spectacles sur 3 ans, ou 60 qui ont acheté un seul spectacle sur 3 ans, avant même de commencer à courir après les nouveaux consommateurs, notre première course, notre première fidélisation, on va travailler sur ce groupe-là pour être capable de les amener ailleurs, de mieux leur parler, de mieux communiquer avec eux autres. Ça, c'est un élément qui est hyper important. Mais tout ça part de la donnée et tout ça part d'une stratégie de départ. Une entreprise est avant tout constituée d'hommes et de femmes de savoir-faire et de prise de décision, tous producteurs de données. Une mentalité de la donnée peut être mise en place en laissant les gens voir que leurs opinions et actions mesurées, pondérées et analysées peuvent mener à de belles réussites. Le plus important par rapport à la donnée, c'est de ne pas de voir ça comme une montagne ou, à l'inverse, de vous faire rêver en disant « Ah, on va arriver, nous autres, on va faire une analyse de votre base de données, ça va régler tous vos problèmes, vous allez avoir un beau plan de match. » C'est définitivement un outil qui vous appartient. C'est à vous autres à déterminer qu'est-ce qu'on veut en faire, puis c'est quoi la stratégie vers quoi on s'en va. Et après ça, la donnée va venir vraiment appuyer vos orientations. C'est à peu près la réflexion dans laquelle je voulais vous amener ce matin. Et 48, je vais avoir une période de questions ou de digestion. On va essayer de regarder. Mais comme je vous disais, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Oui, si. Je ne sais pas, il faut-tu absolument... OK. En fait, j'aimerais savoir, oui, aller chercher des données, c'est l'affaire de base. Il faut qu'on ait des données pour s'appuyer sur quelque chose, pour analyser, pour faire des stratégies. Mais ça prend un logiciel. Le logiciel de billetterie, c'est à partir du logiciel de billetterie qu'on accumule des données ou un autre logiciel qui va parler au logiciel de billetterie? En ce moment, quand on fait de la mutualisation, la majorité du temps, on part toujours du logiciel de billetterie. Fait que c'est de voir à un moment donné les informations qui sont à l'intérieur. Le défaut, puis c'est un petit peu la dynamique que j'avais avec la conversation au niveau régional, au moins s'arranger pour que l'ensemble des champs, les champs importants sont dans chacun des logiciels de billetterie. Mais quand tu fais affaire avec 5 billetteries différentes dans un même territoire, c'est sûr qu'après ça, quand tu vas te retrouver à ressortir les informations, qui ne sont pas toujours sur le même format, mais juste s'assurer qu'on ait chacun les bons champs avec les bonnes informations à l'intérieur. Ou les champs que je disais tantôt, les champs les plus importants pour la stratégie à déterminer, bien, c'est juste ceux-là qu'on a besoin de s'assurer qu'ils sont complets à l'intérieur. Mais oui, ça part de... Majoritairement, on a travaillé qu'avec les logiciels de billetterie. Bien, c'est pour ça que quand on va faire, parce que ça dépend, quand vous parlez de données croisées, ça dépend dans quel type d'organisation vous voulez faire, parce que techniquement parlant, l'information de base est disponible. Vous êtes capable d'aller chercher la majorité de vos données, puis même, je dirais que de plus en plus, travailler avec vos billetteries, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait ressortir comme type de rapport. Parce que les types de rapports peuvent évoluer, puis je dirais que pour moi, un logiciel de billetterie pour combler à peu près 80-90 de vos besoins d'analyse à l'interne.
c'est quand on ressort à un moment donné sur un niveau où on veut y aller plus régional et autres, la majorité de vos informations, vous êtes capable de les ressortir ou de les faire sortir. Puis il y a peut-être je dirais certains formulaires ou certains types de rapports que vous pourriez juste demander, dire, moi je ne l'ai pas, est-ce qu'on peut l'avoir de cette façon-là? Mais sinon, après ça, oui, il y a des logiciels à un moment donné où on peut analyser puis pousser la donnée à l'extérieur, en sortant nos données. Oui? Bien, c'est un peu par rapport à l'approche, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, une des dynamiques pour nous autres, quand on regardait le constat, en partant, on se disait, oh, le développement public, c'est le premier élément sur lequel on doit travailler. Sauf qu'en même temps, quand on se rend compte qu'on a une clientèle avec tellement peu de fréquentation, fait que ça devenait, on changeait un peu notre axe de fonctionnement. Un des éléments, c'est de dire, si demain matin, on veut rentrer dans notre marketing relationnel, ça va définitivement être notre premier axe, d'être capable d'aller rechercher un... Je suis attaqué. C'est que ça va être capable d'aller chercher nos anciens consommateurs ou ceux qui n'ont pas d'habitude de consommation. Mais après ça, quand on regarde sur les différents modèles, on se retrouve à regarder, bon, les plus jeunes, de partir. Mais quand on regarde nous autres, quand on a fait le portrait en tant que tel, avant 45 ans, très, 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 très peu d'habitude de consommation. On participe à des festivals, on participe à des activités. Si c'est gratuit ou ça coûte 30$ puis j'ai le droit à tant de shows pendant 3 jours, c'est un peu le type de clientèle dans laquelle ils se retrouvaient. Mais après ça, on voyait apparaître, à partir de quel âge tu vois apparaître ta clientèle. C'est pour ça que plus on a un portrait ciblé, puis peut-être que le portrait de Saint-Lac-Saint-Jean n'est pas le bon par rapport à celui de Montréal ou celui de Québec, d'autres choses, mais c'est là où plus on a un portrait ciblé, plus ça va nous permettre de dire, à partir de tel âge, on est capable d'aller chercher. Puis pour ça que quand vous voyez dans vos différentes études, oui, prendre un jeune puis l'amener au spectacle, c'est quelque chose d'essentiel. Mais est-ce que je vais en faire un consommateur actif à l'intérieur des 15-20 prochaines années? Bien, il faut être capable de pouvoir combler. Oui, bien, ce qu'on voit, puis des fois, c'est avec même les salles émergentes. Tu regardes, à un moment donné, tel type de consommation. Oups, c'est un festival. Ils se retrouvent avec un festival où on voit que c'est le festival qui a une clientèle plus jeune. Fait que leur habitude de consommation peut commencer là, en termes d'organisation. C'est pour ça que quand, dans le milieu culturel, vous parlez de l'écosystème, il est essentiel parce que chacun des éléments où à chaque fois que je vais goûter à la culture, au spectacle et autres, puis je vais pouvoir après ça en apprendre, en faire davantage, mais on se rend compte qu'il y a aussi des clientèles qui n'aiment que l'humour, ils vont aller voir un show d'humour. Pourquoi on n'est pas capable d'en vendre un deuxième? Puis quand on regarde l'humour, quand on faisait le constat dans l'analyse, quelqu'un qui consomme de l'humour peut consommer du variété. Quelqu'un qui consomme du variété peut aller consommer de la musique. Fait qu'on a des profils, à un moment donné, on était capable d'établir, de dire, tel type de clientèle, ça veut dire que sa priorité est de consommer tel groupe, fait qu'on peut l'amener vers une autre. Fait que quand on va tomber dans des notions de marketing relationnel, on va essayer de les influencer. C'est pour ça que ça va y aller sur toutes les catégories d'âge à lesquelles on se retrouve dans la base de données. Parce que dans les faits, même des plus jeunes, mais vraiment votre groupe de développement de public, il y a un gap à laquelle ça va prendre quelques années avant d'être capable de l'amener. Mais moi, ce que je trouve très, très positif dans l'analyse, c'est de dire on a une clientèle qui commence à pouvoir, ou qui au moins fait une petite incursion dans le milieu des arts de la scène, puis est-ce qu'on peut être capable de travailler avec elle, puis être capable d'y parler pour l'amener. Parce que techniquement parlant, je vous disais, quand on est allé en sondage dans la population, j'avais à peu près 50% de la population qui n'avait rien à cirer d'aller voir un spectacle. Au total, tu avais 60% des gens qui étaient allés, mais il y en a 10% qui c'était du gratuit. C'est que si tu demandes de payer, il n'ira pas. Fait que c'était comme 52 ou 53% des gens qui acceptaient de payer pour aller voir des arts de la scène. Fait que c'est pour ça que vous dites de quelle façon? Bien, puis vous allez retrouver ces traces-là sur les sites web. Quand vous avez des gens qui vont visiter à un moment donné, les médias sociaux, les sites web, vous allez retrouver les traces des courriels et autres. Ça veut dire que quand vous faites des recherches sur les adresses IP, fait que vous retrouvez une partie de la clientèle. Puis des fois, ce qui est intéressant, nous autres, c'est de regarder qui visite les sites web et est-ce qu'ils se retrouvent à l'intérieur de nos banques de données. Parce que vous avez par rapport à l'adresse courriel. À un moment donné, quand il y a des habitudes, qui fait partie de l'infolette, qui va voir vos sites de diffusion. Question?
Oui, en fait, ma question, vous avez parlé de jamais punir par la donnée. Puis ma question porte en fait sur le fait que je pense que le projet que vous avez fait, c'était des diffuseurs ensemble et tout ça. Et un peu comme Hanneke dit, est-ce que là, on se base sur les gens qui sont déjà allés voir des spectacles, mais quand il y a un spectacle de musique, par exemple, qui vient dans une région, un artiste peut avoir toute une fanbase très importante qui est peut-être jamais sortie. Et puis, je me demandais si le fait qu'on se penche sur les données des salles de spectacle, est-ce qu'on ne se prive pas d'un bassin? Puis est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette analyse-là qu'on se prive des fans de musique qui ne sont pas allés dans la salle, mais sur lesquels on pourrait avoir des données autrement, par exemple en regardant ce qui se fait sur Spotify, sur les plateformes où on peut avoir des données de géolocalisation, etc. Et puis que finalement, on se retrouve en fait un peu à punir certains acteurs à raison de ces données-là. Puis, en fait, un peu une sous-question par rapport à ça, c'est qu'on parle beaucoup de l'appartenance des données, puis je comprends qu'il y a beaucoup d'enjeux éthiques et tout ça, mais est-ce qu'on pourrait parler de à qui appartient l'information, finalement, qui est issue de ces données-là, puis comment est-ce que l'ensemble des acteurs peuvent se l'approprier pour l'utiliser ensemble sans qu'il y en ait qui se sentent pénalisés ou qui aient peur, justement, d'être punis par cette information-là? OK. Bien, premier élément, je regardais 4 minutes. Un des choses dans le portrait, il y a une partie qui est analyse de base de données, mais l'autre partie est sondage. On est allé dans la population pour aller sonder. Puis si on avait voulu avoir un portrait beaucoup plus complet, ça dépend toujours après ça qui parle, on a fait la partie analyse de base de données, ça veut dire qui a acheté. Après ça, on s'en va dans le portrait population en faisant un sondage. Mais après ça, si j'avais voulu sonder réellement, je serais allé au contact public avec des sondeurs qui sont à l'intérieur des salles. C'est-à-dire qu'à l'entrée et autres, on irait sonder la population. Des fois, on le fait dans les activités touristiques. Les festivals ont l'obligation de le faire. Fait que tu as quelqu'un qui va aller poser des questions, d'où vous venez et autres. Fait que si je voulais savoir exactement qui se retrouve à l'intérieur de ma salle, je devrais faire cet élément-là. Mais je devrais le faire quasiment aussi pour des spectacles émergents dans des bars ou des petites salles. Fait que si je voulais avoir le portrait complet, je pourrais avoir un portrait dans certains festivals, je pourrais avoir un portrait dans des salles émergentes, puis je pourrais avoir un portrait dans des salles réelles. Fait que c'est pour ça que oui, c'est un apport. Mais quand je dis tantôt, la donnée est importante, mais elle doit être mise en contexte avec d'autres types de données avant de prendre des décisions. Si je ne fais qu'une analyse de base de données, de ma propre base de données, j'ai quel pourcentage de l'écosystème? Je veux dire, j'en ai peut-être 30, 40 mais je ne peux pas prendre toutes mes décisions en fonction de ça. C'est pour ça que de quelle façon on peut aller chercher le maximum de ces données-là, c'est avec les différents outils. Sauf que la partie dans laquelle on aurait pu pousser très, très fort sur certaines données, mais une des choses qui était importante pour ici, c'était de dire la majorité des gens ont cette conscience de la donnée, mais en même temps, il n'y a pas grand monde qui l'utilise ou qui. Fait que c'est comme la première étape ou la première marche dans laquelle on voulait pouvoir avancer. Puis la notion de gérer par rapport à l'information, vous avez raison, je dirais, parce que tantôt, un des commentaires était le consommateur. La donnée brute, elle appartient à qui? Bien, moi, comme consommateur, j'accepte ou pas, mais je rentre dans mon nom dans une base de données pour être identifié. Mais une fois que ça a été fait, je veux dire, je m'attends à ce qu'on protège ma donnée ou je m'attends qu'on la traite avec, je dirais, avec respect. Ou, à l'inverse, je sais que je peux recevoir des courriels ou de l'information, mais après ça, je peux m'en retirer aussi. Fait que ça, c'est un élément qui est important. Mais des fois, on pense que la donnée est la donnée. Mais ça, j'ai oublié d'en parler tantôt, mais tu sais, demain matin, vous avez une forte habitude dans le logiciel à prendre le numéro de téléphone. Ça veut dire que quand je vous disais tantôt, je n'étais pas chez deux diffuseurs dans lesquels on achète des spectacles. Ça veut dire que quand on achète un spectacle, on prend le numéro de téléphone, ou quand je vais au magasin, on prend le numéro de téléphone, et on me dit « Vous êtes bien M. Mélissa Tremblay? » Ben, je dis « Oui, c'est ma conjointe. » Ça continue comme ça. On ne me recrée jamais un compte à moi. Fait que je ne peux ne pas exister. Ça veut dire que quand on fait cet automatisme-là, ça veut dire que vous avez un individu qui détermine la consommation de la famille pour les 5, 6, 10 prochaines années. Et c'est faux. Majoritairement parlant, la première personne qui va être inscrite à l'intérieur de la banque, vous allez l'automatiser en demandant le numéro de téléphone. Parfait. Go, on continue la transaction. Je veux dire, moi, j'aimerais beaucoup mieux qu'on puisse avoir un compte chacun pour être sûr et certain de savoir, comme diffuseur, à qui je parle. Parce que moi, là, si on se retrouve avec plein de spectacles de danse et autres, puis après ça, on dit, hey, nous autres, on va être les kings du marketing relationnel, puis tout le monde m'envoie des messages de danse, ça ne donnera absolument rien. C'est pour ça que mais la clientèle ciblée dans cette situation-là, c'est pas la même. Mais c'est pour ça que la notion de l'information et autres, c'est pour ça que la politique, la notion de confidentialité, de compréhension,
Oui, elle peut être plus large que juste nécessairement la donnée, mais en même temps, il faut savoir dans quel monde on embarque. Puis, je veux dire, la propriété, ça restera toujours, il y a une propriété légale, il y a une propriété morale, éthique, mais le respect du consommateur, je dirais que c'est l'élément suprême. Oui, ça, je comprends, mais donc les diffuseurs ont accès à l'information, mais est-ce que les producteurs de contenu aussi ne devraient pas avoir accès à cette information stratégique-là pour pouvoir l'utiliser dans les stratégies? Il y a un débat à lequel je n'irai pas m'immiscer par rapport à ça, mais je dis oui, mais ça fait partie de l'organisation. Mais comment faire Puis dialoguer? de quelle façon cette information-là peut être bâtie ou peut être transformable ou être... il ne faut plus qu'elle soit trop personnalisée, mais une fois qu'elle est ouverte sur un réseau en tant que tel, je regarde que des producteurs, puis ça, les gens pourraient me dire, mais que des producteurs puissent voir l'ensemble de l'étude, ce qu'on a fait. Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de dangereux par rapport à ça, mais après ça, quand quelqu'un a des données spécifiques sur un diffuseur, c'est sûr que cet élément-là, il appartient. Fait que là, il y a un élément qui est plus touché un peu. Je m'excuse. Oui. OK. Oui, OK. Parce que je ne sais pas combien de temps on a. Je ne sais pas si on En va se faire couper en le ce micro. moment, vous êtes déjà en train de manger, mais c'est OK. pas grave. Je veux juste, j'en profite, Solange Drouin de la DIS, j'en profite pour faire une plug, parce OK. que l'ensemble, on est 11 groupes qui composent le groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène. Oui. Rideau en fait partie, les gens de la danse, du théâtre, on est tous assis autour de la même table. Ce groupe-là existe depuis 3-4 ans et on a commandé une étude canadienne, excusez-moi, j'ai un autre chapeau, une étude québécoise pour connaître le consommateur et le non-consommateur. Et on a fait faire des sondages pour près de 6 000 Québécois c'est quoi leur consommation et les gens qui ne vont pas dans les salles, où vont-ils et tout ça. Et c'est une méga étude. On espérait pouvoir la sortir en février, mais comme toute bonne étude, il y a des délais. Mais je vous le dis pour que vous soyez à l'affût, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on est sur le point de sortir et qui va répondre et qui va contextualiser aussi des études régionales, parce qu'il va y avoir vu qu'il y a 6 000 Québécois, c'est vraiment aussi, on va être capable de faire des portraits régionaux. Il y a toutes sortes de données. Il y en a tellement de données que là, c'est le défi est de sortir les données les plus pertinentes. Fait que je vous le dis juste pour que vous restiez à l'affût. Donc, c'est sur le point de sortir, je dirais mars, ça devrait être le moment. Et il va y avoir des données de contexte, je pense, qui vont pouvoir aider d'autres données, mettre tout ça ensemble. Voilà. Ça, c'est un élément hyper important et intéressant. Puis je dirais, il y a même des questions de notre sondage à nous. Il y a des questions qui ont été déterminées, qui ont été choisies. Exactement. Après que j'ai répondu à votre sondage, il y a 4 questions qu'on a pris exactement le même libellé pour savoir exactement la réponse provinciale, après ça, avoir notre réponse régionale. Fait que on a très, très hâte de voir cette donnée. D'entendre ça, que ce soit sur 6 000 puis qu'elle trouve que c'est beaucoup, si on pense que c'est 8 millions quand même par rapport au pourcentage d'erreurs, si on veut faire dire aux chiffres, vous en pensez quoi? Je dirais, de façon probabiliste, c'est énorme parce que normalement, on calcule le Québec à partir de 1100 personnes. C'est un sondage qui tient la route sur les Québécois. La problématique qu'on a, la plus grande problématique qu'on a par rapport au sondage de nos jours, avec des sondages web, c'est que de plus en plus, on se retrouve sur un groupe. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, je suis une compagnie de sondage, j'ai 10 000 noms dans ma banque et ce sera toujours les mêmes 10 000 noms à laquelle j'envoie mes sondages. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver dans quelques années où la vie du Canada est déterminée par 10 000 personnes. Ça va faire 2 ans qu'on roule sur les mêmes 10 000 personnes qui nous disent qu'est-ce qu'on devrait penser. Ça, c'est un bout qui me dérange passablement, mais c'est pour ça que la notion, le 6 000, c'est quelque chose d'hyper intéressant. C'est juste de voir après ça de la fonction dans laquelle on se retrouve. Je parle à 6 000 personnes, j'en ai combien? Nous autres, un des calculs qu'on faisait à Saint-Lac-Saint-Jean, notre pourcentage de population, il me reste combien d'individus? Ça nous ramenait à 125 personnes qui pourraient répondre « oui, j'ai assisté à un spectacle ». Fait qu'on se disait, est-ce que de façon régionale, c'est probabiliste à savoir l'opinion sur Dolbeau, l'opinion sur Robertval, l'opinion sur... Fait que c'est là où on a décidé d'aller dans un modèle plus régional, mais on a quand même utilisé des questions qui pouvaient... Tu sais, on avait à valider certaines informations, on utilisait le même libellé que le sondage qui était au niveau provincial. Fait que, mais oui, à 6 000, là, c'est une très grosse étude. Okay. Je vous remercie infiniment de votre présence.
Je vous souhaite un bon appétit. Et s'il y en a qui ont des questions sur l'heure du midi et autres, ou en début d'après-midi, je suis là, je passe la journée avec vous autres. Pas de problème. Merci.